Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes. Et le Geekophile. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial, un comics en masse très particulier sur la différence de ligne éditoriale entre DC et Marvel. En effet, nous avons remarqué, et je pense vous aussi, que le DCU, il ne s'appelle plus comme ça, nous y reviendrons, eh bien, ne fonctionne pas aussi bien que le MCU. Revenons sur quelques points de création de ces deux univers afin de comprendre un petit peu cet échec du DCU. La différence entre les humains et les dieux. Depuis le milieu des années 30, les comics n'ont cessé de prendre de l'ampleur auprès du grand public. Considérés comme de la lecture pour enfants au tout début, pour être remis ensuite en question par les autorités américaines, jugée trop violente, trop explicite, ce livre de la propagande devint de plus en plus adulte, fut défini comme de la sous-culture au début des années 70, fut apprécié uniquement des geeks dans les années 80, puis explosèrent dans les années 2000 pour devenir l'énorme mastodonte que l'on connaît aujourd'hui avec toutes les franchises cinématographiques, jouets, jeux vidéo, etc. Bien que quelques films aient été réalisés dans les années 80, tels que le Batman de Tim Burton ou les Superman avec Christopher Reeve, et les quelques Blade, Tortue Ninja et Spawn, bien que peu connus, mais la première apparition cinématographique d'un super-héros revient à Shazam, plus connu sous le nom à l'époque de Captain Marvel en 1941, qui était à l'époque encore sous forme de série pour le jeune public. Le renouveau du cinéma héroïque vient avec les films produits par la Fox, les X-Men, ainsi que les films produits par Sony et réalisés par Sam Raimi, la trilogie Spider-Man. On passera sous silence les Punisher, Ghost Rider et suite de Blade. Non, moi j'aime bien les trois. En 2005, Warner, possédant la totalité des droits cinématographiques de l'univers DC, se lance dans la trilogie la plus acclamée de toutes les générations de super-héros. La trilogie du Dark Knight. Le deuxième film, en 2008, avec Heath Ledger dans le rôle du Joker, est pour beaucoup un chef-d'œuvre. En tout cas, il l'est pour moi. Et j'ai beau avoir un grand amour pour le Joker joué par Jack Nicholson dans les films de Burton, Heath Ledger se rapproche beaucoup plus du Joker que je lisais dans les comics étant enfant, et c'est ça qui m'a plu. Il y a eu également Superman Returns avec Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor, et j'ai trouvé vraiment le film génial, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas marché. Mais ensuite, on a eu droit à Man of Steel pour lancer le DCEU avec Zack Snyder aux commandes et Henry Cavill dans le rôle de Superman. Donc au final, je dis merci. Au moment où The Dark Knight sort en salle, Marvel, sous l'effigie de Paramount, lance un film Iron Man. Ce film n'était pour l'instant pas destiné à faire un univers partagé cinématographique. Et pourtant, c'est avec l'immense succès de ce film et une scène post-générique dans le second film non officiel à l'époque de ce MCU, Hulk, où l'on voit apparaître un certain Tony Stark, que cet univers va naître progressivement. Un autre point qui facilitera la mise en place de ce nouvel univers, le rachat de Marvel et de pratiquement tous les droits des personnages par notre souris préférée, Disney. Arrivé ici, je crois qu'il est temps de faire une pause, de revenir aux origines de nos super-héros, de reprendre les fondations de ces deux maisons d'édition, d'en expliquer les points communs et les différences, pour comprendre pourquoi Marvel réussit mieux au cinéma aujourd'hui que DC. Cela permettra également aux personnes qui ne connaissent ces personnages uniquement sous leur format pellicule de découvrir dans leur format original les comics. Alors, prenons notre DeLorean et remontons dans le temps jusqu'en 1933 pour voir l'apparition du premier super-héros en comics, Superman. Bob Kane et Jerry Siegel ont créé Superman en janvier 1933. Ils vendent les droits du personnage à DC Comics, Detective Comics, et Superman fait son apparition en 1938, juin 1938, dans le premier numéro de Action Comics. Batman, lui, apparu en 1939 dans le Detective Comics numéro 27. Quant à Wonder Woman, elle vient compléter la Trinité dans le All-Star Comics numéro 8 de 1941. À partir d'ici, les avis et les suggestions que l'on émet sont des ressentis et des visions personnelles. Elles ont été émises après beaucoup de temps, après avoir lu et vu un certain nombre de fois beaucoup de films et de comics de ces deux géants. Nous ne disons pas que c'est la vérité, c'est juste une vision. C'est notre vision, et elle peut être débattue de manière construite et sans violence dans les commentaires. Nous n'avons trouvé aucune source
parlant du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. À part quelques informations sur les projets de Zack Snyder qui confirment notre vision de l'univers DC et de la manière dont il aurait dû être adapté afin d'avoir un plus grand succès. Plongeons donc dans la ligne éditoriale de DC. Le terme de Trinité est évoqué pour la première fois en 2003 dans le comics éponyme qui raconte la rencontre du Big Three de chez DC avant la création de la Justice League. Le comics a eu un tel succès public que le terme est resté. Il montre ici la ligne éditoriale tenue par DC, pas depuis les débuts je pense, mais au moins depuis les années 60 dans le numéro 28 de The Brave and the Bold lors de la création de la Justice League, dont la Trinité ainsi que Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, John Jones, Hawkgirl et Aquaman en étaient les membres fondateurs. Le terme de Trinité fait bien évidemment référence à la religion chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et effectivement, lorsque l'on regarde la composition de cette Justice League est composée principalement de surhommes, de personnages presque divins. Superman, un homme d'acier venu d'une planète lointaine qui le rend quasi invulnérable sur Terre. Une Amazone, demi-dieu, fille de Zeus. Flash, un homme qui, à l'origine, sous l'identité de Jay Garrick, obtient ses pouvoirs par le dieu Hermès, le dieu de la vitesse. Green Lantern, un personnage choisi parmi des millions pour protéger l'un des 3600 secteurs de l'univers, avec un anneau qui lui permet de créer n'importe quelle chose, rien que le pouvoir de la volonté. Exit, la volonté de Dieu. Aquaman, une représentation claire de Poséidon. Puis enfin, Martian Manhunter, alias John Jones, qui est lui un martien unique survivant de sa planète, une espèce de Superman, mais qui, lui, n'est pas sensible à la kryptonite, mais bien au feu, et qui a des pouvoirs différents de Superman, tels que la polymorphie ou le fait de se rendre immatériel. Ici, c'est son origine extraterrestre, et le fait qu'il soit unique, qui fait son côté divin. Et enfin, la cause peut-être la plus dure à défendre, mais ne vous inquiétez pas, j'ai réponse à tout. Batman. Un homme qui simplement a vécu un drame, et qui se déguise en créature de la nuit pour guérir sa ville du cancer qui la gangrène. Alors déjà, ce brave Bruce Wayne est multimilliardaire et est le plus grand détective du monde. Il est quasiment aussi fort que Wonder Woman, car il est capable de battre tous les membres de la Justice League of America, sauf cette dernière, le comics Tour de Babel. Grâce à mes connaissances et aux nombreuses recherches que j'ai entreprises, en prenant en compte toute la continuité et en y incluant Crisis on Infinite Earths, qui mériterait un comics en masse à lui tout seul, Batman est le super-héros de la Justice League qui est mort le moins de fois, une au total. Alors que c'est celui qui a le plus de comics jamais édités. Alors qu'on compte 2 morts pour Green Lantern, Martian Manhunter et Superman. 3 pour Flash et Aquaman, et enfin 5 pour l'Amazone. En plus de cela, actuellement, il y a environ 3 ou 4 séries Batman en cours, contre à peu près 2 sur Green Lantern et 2 sur Superman. Sans compter l'univers étendu avec Batgirl et Nightwing, etc. Ce qui prouve l'amour que porte le lectorat de DC pour ce personnage. C'est normal, c'est le personnage sur lequel nous pouvons le plus nous identifier. C'est le personnage qui est humain, malgré une intelligence extrêmement importante et une force physique ainsi que des capacités physiques hors normes. Ça reste l'humain qui s'est élevé parmi les dieux. Rappelons que dans les comics, notre Justice League surveille l'humanité depuis un satellite en orbite autour de la Terre, telle la station internationale qui s'appelle l'œil, comme Dieu qui protège sa création. Bon, par contre, si on en croit Wikipédia, à l'heure actuelle, tous les repères et bases secrètes de la Ligue de Justice sont abandonnés, fermés ou détruits. Même l'œil. Moi, il me semblait qu'ils y étaient toujours. Du côté des autres médias, parlons tout d'abord des séries animées, et plus particulièrement de la série animée Justice League diffusée de 2001 à 2006. Rien que le générique où l'on voit ces 7 personnages avancer dans l'eau en contre-plongée, en contre-jour, montre la déification de ces personnages. Puis on les voit un par un, en pleine action, dans la lumière, montrer leur visage,
montrant la voie, le chemin. Certes, c'est une série pour enfants, mais ça montre l'importance que DC donne à sa ligne éditoriale sur tous les plans de ses créations. Enfin, plus récemment, cette figure de Dieu a été encore plus amenée par le génialissime Zack Snyder. En effet, dans sa trilogie voulue, il déifie et rend notre Superman tel un dieu qui veut redescendre sur Terre et devenir plus humain. Et Batman, dans Justice League, tel un apôtre après la mort de Jésus, va répandre la bonne parole et chercher à réunir d'autres apôtres afin de faire revivre ce Dieu. Malheureusement, cette vision de Zack Snyder sera un peu, Voire beaucoup. abîmée par les coupes et les changements de dernière minute de la Warner. En effet, la trilogie voulue par Snyder aura été très modifiée et malgré sa tentative de s'imposer, son projet ne sera pas celui que nous verrons au cinéma et que nous ne verrons certainement jamais. De toute façon, le DCU ou le World of DC, peu importe comment ça s'appelle aujourd'hui, j'y comprends plus rien. Il y a d'énormes rumeurs comme quoi Henry Cavill s'en va et ne jouera plus jamais Superman, en tout cas pas dans ce monde-là, que Kit Harington va reprendre le rôle de Batman, que les studios veulent tout reset et repartir sur de bonnes bases avec un film Supergirl, Green Lantern, enfin je comprends vraiment plus rien. Mais là, ils devraient réfléchir à ce qu'ils vont faire, la Warner, prendre le temps sur 5-6 ans de construire des personnages solo pour enfin nous donner le film Justice League qu'on mérite. Je vous laisserai vous référer sur le côté déifique de Superman dans de nombreuses vidéos qui existent sur internet, notamment la vidéo de Michael J qui en parle très bien. Mais revenons sur Terre et retrouvons nos humains. Revenons à des sujets plus terre à terre. Parlons de Marvel. Marvel a une politique beaucoup plus humaniste de ses personnages. En effet, les rares personnages au pouvoir divin sont très mal exploités, tels que Sentry et Hyperion qui ressemblent totalement à Superman. Ils sont très puissants, mais peu utilisés. Les personnages les plus courants sont un génie, milliardaire, philanthrope, un étudiant paumé, qui galère avec ses responsabilités, un patriote, retraité, une personne avec des problèmes de gestion de colère, un piètre dieu, souvent désavoué, deux anciens assassins amants, un androïde à la recherche d'une humanité, un homme presque plus bête que homme, un mercenaire raffolant de chimichangas, et enfin un frère et une sœur nés d'un tyran de métal. Si vous connaissez un minimum les comics, vous aurez certainement reconnu tous ces personnages. Mais pour celui qui ne suit pas au fond de la classe, Joey, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye, Vision, Wolverine et enfin la sorcière rouge et Vif Argent. Sans parler des nombreuses personnes rejetées comme dans nos sociétés actuelles, telles que les Inhumains et les Mutants, X-Men. voyez comme ces personnages sont peu attrayants. Et pourtant, ces personnages sont bien les personnages Marvel, grossièrement dépeints. Tout l'univers Marvel repose sur des conflits interhumains, que ce soit dû à leurs différences, dans principalement les histoires des X-Men, mais aussi un peu les Inhumains. On retrouve aussi des conflits d'intérêts, avec la principale équipe qui nous a vu beaucoup de conflits, les Avengers, en citant principalement l'excellent comics Civil War. Notons le nom de cette équipe principale de l'univers Marvel, les Vengeurs. La vengeance, quelque chose de très humain, contrairement à notre écurie DC, qui elle mettra plutôt en avant la justice divine. Chez Marvel, il y a énormément de coups bas donnés par les hautes autorités, comme par exemple dans le Secret War de 2000. Le but sera effectivement d'enlever une personne potentiellement dangereuse, intervention très comparable à la guerre d'Irak. On peut parler d'Hydra, une toute-puissance néfaste, mais malheureusement nécessaire pour contrecarrer la toute-puissance du Shield. Voyez par exemple comme le Shield prend le pouvoir dans Secret Empire. Les nazis n'étant utilisés uniquement qu'à la montée en puissance de l'Hydra, car l'organisation existait bien avant eux. Parlons maintenant du super-héros le plus reconnu
est le préféré de tout le monde? Enfin, ça se discute. Nous parlons bien évidemment de Spider-Man. Spider-Man a tout de suite trouvé son public dès son apparition dans le Amazing Fantasy numéro 15 en 1962. En effet, il est très simple de s'identifier à un jeune un peu gauche qui tente de jongler avec sa vie étudiante, son travail et sa vie amoureuse. Surtout lorsqu'on est un geek et qu'on lit ce genre de comics. Car rappelons-le, avant les années 2000, les geeks ne sont pas très populaires et sont très similaires à notre pauvre Peter Parker. Et même lorsque le personnage devint adulte, il fut remplacé, ou plutôt complété, par un autre Spider-Man, plus jeune. Nous avions donc notre Spider-Man qui avait grandi, et notre nouveau geek, plus jeune, Miles Morales. Encore aujourd'hui, notre Peter Parker continue de galérer, que ce soit au cinéma ou dans les comics. Alerte spoiler! Encore une fois, dans nos comics, Peter Parker a tout perdu. En effet, il était devenu chef et patron plutôt d'une multinationale portant son nom, mais malheureusement, cette idylle est maintenant terminée depuis peu. À croire que personne ne veut voir Peter réussir. Le pire scandale du personnage fut le cycle One More Day. Enfin marié à Mary Jane, Peter passa un pacte avec Mephistopheles pour faire revivre sa tante May malheureusement décédée, mais au détriment de son mariage avec la Belle Rousse. Un autre exemple flagrant est notre homme de fer. En effet, ce personnage qui paraît être un connard prétentieux a en fait affronté bien des démons. Son pire ennemi, il l'affronta principalement dans un comic des années 70 qu'on appelle Le Diable en bouteille. Et cet ennemi, c'est l'alcoolisme. Ennemi d'ailleurs qu'il reverra des années plus tard lorsqu'il aidera son ami Carol Danvers à s'en débarrasser, alias Captain Marvel. Comme quoi, des fois, le plus dur combat ne se gagne pas avec une armure. Dans les films, bien que cet alcoolisme soit présent, ce n'est pas ce qu'ils ont choisi comme frayeur principale. Ils ont préféré la peur de l'invasion et la peur de l'échec. Et surtout, de ne rien pouvoir y faire. Le poussant même à se surpasser technologiquement. Principalement dans Iron Man 3 avec ses centaines d'armures. Mais aussi dans Avengers 2 avec la création d'Ultron, qui sera pour lui un échec cuisant et qui aura un certain effet sur sa psyché. Enfin, dans Avengers 3, il arrive au sommet de son art avec une technologie quasi surhumaine. Plus globalement, le MCU base énormément ses problématiques sur les pertes civiles. On retrouve cette thématique dès Avengers 1, puis Avengers 2, et cette problématique atteint son apogée avec des films tels que Civil War, mais aussi on peut le retrouver dans Spider-Man Homecoming. En effet, le méchant se base entièrement sur cette excuse. Certes, Infinity War ou Avengers 3 s'éloigne un petit peu de cette problématique pour accentuer l'effet du génocide final. Par contre, nous retrouvons un côté très humain au personnage de Thanos avec de très bonnes raisons de vouloir faire ce qu'il veut faire. Il veut préserver la moitié de l'humanité, mais qu'elle vive de manière prospère. Les valeurs humaines de respect, d'amour et de sacrifice sont au centre de la saga du MCU. On attendait des morts, et on en a eu. Même si on le sait, rien n'est figé dans les comics, Marvel a eu toujours plus de facilité à accepter les conséquences scénaristiques de leur univers. Exception faite à de grands événements chez DC comme Crisis on Infinite Earths ou Flashpoint. On peut donner beaucoup de raisons au succès du MCU par rapport à l'échec du World of DC, nouveau nom du DC Extended Universe depuis la Comic Con San Diego de 2018. Cette différence est due aussi au départ de leurs deux univers respectifs. Marvel a su être patient et introduire ses personnages lentement, quand DC a été trop pressé. De plus, suite au succès de Marvel et aux difficultés de DC a tenté de se marveliser, malheureusement avec un matériel inapproprié. On pourrait avoir quelque chose d'extrêmement différent et intéressant avec DC, comme Warner l'a fait avec Harry Potter. Pourtant, les producteurs s'obstinent à penser que la formule Marvel est la solution. À notre humble avis, Marvel a son univers avec des personnages humains qui fonctionnent. DC a des dieux qui doivent pouvoir évoluer dans des scénarios grandioses avec des réalisateurs à la réalisation très assumée. Les producteurs doivent laisser libre cours à des projets artistiques et créatifs osés. En réalité, le véritable problème de DC, c'est comment faire une histoire à l'échelle humaine lorsque nos personnages sont des dieux. C'était Geek à lunettes Et Geekophile. Excelsior. Hey Snyder.